Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous partons en République démocratique du Congo, dans le Congo central, sur un terrain à la fois fragile et fascinant, les mangroves. Ces forêts côtières que l'on appelle parfois les nurseries de la mer abritent des lamantins, des tortues marines, des crocodiles et constituent un rempart naturel contre l'érosion côtière. Mais elles reculent, sous les coups du charbonnage, de l'urbanisation, de la pollution, du changement climatique. Mon invité du jour, Victoire Myong Chamkandalo, travaille au cœur de cette réalité. Acteur engagé dans la conservation au sein de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, il mène des actions concrètes de restauration et de reboisement en palétuvier, avec les communautés locales comme partenaires de premier plan. Kandalo, bienvenue dans les rendez-vous de la conservation. Pour commencer, Merci. bonjour. Je vais vous laisser la parole avec une première question, Kandalo. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Comment devient-on acteur de la conservation des mangroves en République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cet écosystème en particulier? Merci pour la question. Mon parcours a été guidé par une passion pour l'écosystème côtier. Je suis ici d'une formation en gestion des ressources naturelles à l'Université de Kinshasa et j'ai complété par une spécialisation en gestion des aires protégées à l'école des Fonds de Garoua au Cameroun, ainsi que d'autres formations dont la gestion des côtes, des îles et des océans, COGICO. Mon histoire avec le parc marin de mangrove a commencé par des stages académiques et puis par un stage professionnel où j'ai découvert l'écosystème unique que nous avons en République démocratique du Congo, mais trop souvent oublié, ce qui m'a poussé à m'investir pleinement pour faire attendre le savoir. À force d'adhérence et d'engagement que j'ai eu sur le terrain, j'ai gravi des échelons, d'abord par être stagiaire, puis assistant du chargé de programme conservation communautaire. Et maintenant, je suis le chef programme de la conservation communautaire au parc marin des mangroves. Au sein de l'ICCN, le recrutement s'est fait à la direction générale. Et le recrutement dépend des besoins, des ressources de chaque site. Et je suis fier vraiment de mettre mes compétences au service de ces joyaux fragiles. Merci. C'est moi qui vous remercie, Kandalo, pour cette entrée en matière. Alors, le parc marin des mangroves de Mwanda, c'est un site exceptionnel. C'est, je crois, le seul parc marin de la République démocratique du Congo. C'est un site Ramsar depuis 1996 et il compte plus de 76 000 hectares. Mais c'est aussi aujourd'hui un parc qui est sous pression. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation du parc aujourd'hui? Voilà, quand vous regardez l'écosystème, qu'est-ce que vous pouvez constater? Oui, les constats à la fois d'admiration et d'inquiétude. Le parc existe depuis 34 ans maintenant, caractérisé par une mangrove dense et une biodiversité exceptionnelle. Nous avons le tortue marine, le lamantais d'Afrique, le buffle, nous voyons aussi les hippos. Et pourtant, la réalité sur terrain reste très difficile par manque de personnel technique et les financements durables. En parallèle, nous avons les pressions anthropiques qui s'intensifient chaque jour suite à l'urbanisation de la ville autour des grands projets de ports en eau profonde de bananes qui pèsent lourdement sur l'écosystème. Chaque matin, le défi est de trouver l'équilibre entre le développement et la survie du parc marin des mangroves. Ouais, donc je comprends bien. Donc vous travaillez sur la restauration communautaire des mangroves. C'est ce mot hein, communautaire sur lequel vous insistez beaucoup, qui est au cœur de votre démarche. Mais concrètement, pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire la restauration communautaire des mangroves? Comment vous impliquez les populations riveraines, notamment dans vos activités de reboisement en palétuvier? Oui, pour moi, c'est une conviction très profonde parce qu'on fait la conservation pour l'homme et non contre lui. Concrètement,
nous tenons systématiquement en œuvre l'approche ECLIP, qui est le consentement libre informé au préalable, pour assurer que les communautés sont au centre des décisions et des activités. Pour l'implication directe, nous lions la restauration et des micro-projets relatés de revenus. Et en intégrant les alternatives économiques durables, les riverains ne voient plus la mangrove comme une simple ressource de bois, de chauffe, mais comme un patrimoine à valoriser et à préserver pour leur propre avenir. Donc, à travers les activités génératrices de revenus, que les communautés trouvent que les parcs marins et les mangroves, c'est un patrimoine pour leur propre avenir. Et du coup, le reboisement en palétuvier, c'est quand même une technique un peu complexe qui demande un certain savoir-faire. Sur le terrain, quelles sont les principales difficultés techniques que vous pouvez rencontrer? Je pense notamment au choix des espèces, à la localisation des sites, au taux de survie des plantules. Comment vous faites pour surmonter ces difficultés techniques? Ok, au début, quand nous avons commencé, les défis étaient avant tout qu'ils tiraient les perpétuels. Les communautés étaient sceptiques. Elles croyaient fermement à la régénération naturelle et pensaient qu'on ne pouvait pas reboiser artificiellement les palétiviers. Nous avons mis sur, nous avons misé sur la sensibilisation et la participation et nous avons commencé par installer des pépinières et au bout de 2 ans, les résultats étaient concrets. Ils ont compris qu'adopter la démarche. Moi, je peux dire que l'important de tout ça est d'écouter les savoirs locaux et les laisser s'exprimer pour appliquer la science, pour ajuster nos protocoles. Dans le cas des choix des espèces, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons aux communautés de récolter les propagules sur la zone où nous allons reboiser pour éviter de spécifier ou d'avoir les espèces ici de l'écosystème ou du milieu où nous allons euh, reboiser. En ce qui concerne les taux de survie des plantines, nous sommes déjà à 70% de taux de survie. Tout ça, c'est suite aux conditions, au choix des sites et aussi aux propagules que nous collectons dans les milliers où se trouvent les sites de plantation. Merci. Merci Gandalo. Alors, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans l'entretien, les communautés locales, donc elles dépendent des mangroves aujourd'hui pour leur survie, notamment la pêche, mais aussi pour se chauffer, pour s'alimenter. Comment vous arrivez à gérer cette tension, cet équilibre assez fragile en fait entre les besoins immédiats des populations et la nécessité de préserver, voire de restaurer l'écosystème dans lequel ils vivent? Ah, ça, c'est notre combat de chaque jour. Le rôle n'est pas d'interdire sans proposer des alternatives. Nous nous battons pour chercher des partenaires nationaux comme internationaux et l'objectif est de financer des projets durables et des activités génératrices de recettes qui permettent aux familles de subvenir à leurs besoins immédiats sans détruire les mangroves. Ouais, on voit que c'est pas forcément, c'est pas évident. Mais vous parlez souvent de l'importance de l'engagement communautaire comme condition de succès. Peut-être de façon assez concrète pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un moment ou, je sais pas, une rencontre, une action de terrain qui vous a convaincu et qui vous a montré que ça marchait vraiment, cette restauration communautaire à partir du moment où les gens, en fait, s'approprient la conservation? Oui, tout à fait. L'engagement communautaire est une condition pour le succès du reboisement. Grâce à la structuration de nos communautés locaux et de conservation et de développement, CLCD, nous avons mis en place des structures pour aider les communautés à s'organiser et à réfléchir par elles-mêmes sur les véritables besoins de développement et de gestion environnementale. Aujourd'hui, nous avons franchi un cap extraordinaire. Les communautés planifient, programment et coordonnent elles-mêmes les activités de reboisement des palétiviers. L'équipe du parc était simple et superviseur technique. Voir les villageois prendre les initiatives de restaurer leur propre écosystème est la plus belle épreuve que la population est bien réelle. Et ça, c'est suite à la structuration que nous avons fait dans nos villages. Merci.
Merci Candalo. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre travail au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Quels sont les leviers institutionnels dont vous disposez et quels sont les freins et comment cette institution accompagne, alors peut-être parfois complique, le travail de conservation sur le terrain? Bon, l'ICCN en soi et le parc marin de mangrove me soutiennent activement à m'offrir des opportunités de renforcement des capacités, des formations continues et une légitimité institutionnelle indispensable pour agir. Et le frein principal est de l'ordre financier. Il n'existe pas de mécanisme de financement durable et structurel propre au parc. Actuellement, les sites dépendent fortement des recettes et des attraits touristiques, ce qui est loin d'être suffisant ou stable face à l'immense défi de surveillance, de gestion communautaire que nous devons révéler. Mais en soi, j'ai vraiment un soutien actif de mon institution. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Le changement climatique aggrave, on le sait, hein, malheureusement, des pressions qui existaient déjà. Donc, je pense à la montée des eaux, la modification du régime des marées, l'érosion côtière. Euh, Dans le parc marin des mangroves à Mwanda, ces effets sont déjà très visibles. Comment vous faites pour intégrer cette dimension dans la stratégie de restauration à moyen et à long terme? Et, notre stratégie de restauration, nous avons les effets climatiques qui dictent déjà notre calendrier opérationnel. Donc, ce que nous faisons pour nos activités de reboisement, nous suivons les horaires des marées pour planifier nos interventions. Donc, à cas de marée basse, c'est là où on fait la plantation. Et vous allez comprendre que nous, vraiment, on se réfère toujours aux horaires de la marée. Merci. Merci Candalo. Si vous deviez formuler le principal défi qui reste devant vous, pas forcément le plus facile à résoudre, mais celui qui est le plus décisif pour l'avenir des mangroves en République démocratique du Congo, ce serait lequel? Oui, si je devais résumer les défis qui reposent sur les mangroves, c'est d'abord, premièrement, c'est le financement durable. Avec ma petite expérience sur terrain, je reste convaincu que les mécanismes liés au carbone bleu représentent une opportunité majeure pour pérenniser les parcs et financer le développement communautaire. Deuxièmement, c'est sur le capital humain. Nous avons besoin de personnel technique et scientifique qualifiés pour couvrir et étudier l'ensemble du 76 000 hectares du parc. Merci Candalo. Alors on arrive à la fin de notre entretien. J'aime poser généralement cette question. Si vous aviez un dernier mot pour les auditeurs de notre podcast, hein, que ce soit des éducateurs, des professionnels de la conservation, des jeunes qui veulent s'engager dans la conservation et peut-être plus spécifiquement dans la restauration des mangroves, qu'est-ce que l'expérience des mangroves dans le parc marin de Mwanda peut leur dire sur la façon dont on peut agir aujourd'hui pour la nature en Afrique? Pour les éducateurs, les professionnels de la conservation et les jeunes qui veulent s'engager, l'avenir du parc marin des mangroves dépend de chacun d'entre nous, car nous protégeons une ressource globale dont tout le monde bénéficie. Aux jeunes et à tous ceux qui hésitent encore, les métiers d'éco-garde ou d'acteurs de la conservation est parfois négligé ou mal compris. Pourtant, c'est l'un des plus beaux et nobles métiers du monde. Si l'on aime sincèrement notre planète, engagez-vous, venez sur le terrain car l'Afrique et la RDC a besoin de ses enfants pour protéger ses richesses. Merci beaucoup, Candalo, pour ce mot de la fin. J'espère que votre message sera entendu. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci pour ce moment partagé, pour cette plongée dans les mangroves de Mwanda et pour la lucidité, la générosité avec laquelle vous nous avez parlé de votre travail. Ce que vous portez, cette conviction que la nature se restaure avec les gens et pas contre eux. C'est exactement le genre de boussole dont la conservation a besoin aujourd'hui. Donc les mangroves ne font pas de bruit, on l'a vu, on ne les voit pas depuis les grandes capitales. Et pourtant, elles protègent des côtes, elles nourrissent des familles, elles abritent des espèces uniques. Et donc grâce à des hommes et à des femmes comme Kandalo, elles ont une chance de tenir et de reprendre de la hauteur.
Alors, un grand merci, Kandalo, pour votre témoignage aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous et si vous voulez aller plus loin, retrouvez toutes nos formations gratuites sur www.mooc-conservation.org. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la conservation.